Ok. Ok, bah bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour faire un petit récap du DevCon qui s'est passé il y a 3 semaines. On est quand? Je sais plus. Ouais, il y a 3 semaines à peu près. C'est à la mi-novembre que nous sommes allés à Budapest Ouais, pour le DEFCON. effectivement. Effectivement, du coup, où est-ce que c'était? C'était à Budapest. C'était au centre d'ailleurs de Budapest, ce qui est plutôt agréable, hein. Et c'était dans une salle qui était sous une place où d'habitude, voilà, il peut y avoir des concerts en plus d'événements comme le DevCon. Et c'était du 11 au 14, donc ça fait presque un mois, voilà, que ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à DevCon? L'agenda, il était sur, disons, il y avait un jour zéro où on faisait l'accueil le soir, mais c'est sur 3 jours. Alors, c'est le format un peu habituel, hein, pour ceux qui ont déjà fait des DevCon ou des récaps. Les 2 premiers jours, donc c'est vraiment des sessions, des keynotes, des deep dives, des workshops. Et puis le troisième jour, maintenant on a l'habitude, hein, c'est dédié une journée à l'Unconference. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agenda prédéfini. On vient avec ces sujets, on les propose et on construit un agenda dans la journée. On fait des groupes, voilà, qui vont réfléchir, qui vont échanger sur les sujets qui ont été proposés. Et puis on peut aller d'une session à une autre très librement. Voilà, donc c'est ça l'idée de l'Unconference derrière. Animé Euh, par ouais, c'est pas ça, tu voulais rajouter quelque chose? Olaf, mais superbement animé par Olaf, une conférence. Ouais, comme d'habitude, un grand maître dans cet art-là. Euh, au niveau des thèmes, si on prend un petit peu, j'ai pris un peu tout l'agenda pour regarder ce qu'on avait. Alors évidemment, c'est l'occasion de faire des annonces sur le produit, sur la stratégie de l'iFrame. On n'y échappe pas, ça a été aussi l'ère de l'IA. Donc on a parlé beaucoup de comment on peut utiliser l'IA dans l'iFrame, le type d'intégration qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui arrive aussi, hein, au niveau du produit, quelles sont les évolutions qu'on verrait nativement. Et puis, pas mal de choses sur le low-code et les client extensions. Donc, en gros, les objets et les client extensions. Là où, je pense que dernière DevCon, hein, on avait commencé à parler des client extensions, et là, c'est vraiment mise en pratique. Qu'est-ce qui existe, comment on peut l'utiliser. Et pareil pour les objets, comment on peut finalement passer du service builder à l'objet aujourd'hui. Enfin, ces nouvelles façons de faire de l'iFrame depuis la 7.4 et les Quarterly. Également, pas mal de talks sur des pratiques de développement, des outils. Alors, on avait un intervenant externe qui nous a parlé d'open source. Et puis, on avait toujours des personnes comme Greg Emerson bah, qui nous parlait des DevTools, de ce qui est à disposition et plutôt deep dive sur l'expérience de développeur, sur la partie extension notamment. Et puis quelques cas d'usage et puis des exemples bah, d'applications réelles, voilà, des partenaires qui sont venus témoigner de ce qu'ils ont mis en place avec ces nouvelles architectures. Je ne sais pas si Seb ou Fabien, vous voulez rajouter des choses sur un peu les thématiques, ouais, vous pensez que c'est bien représentatif finalement de... Ouais, je pense que tu as fait le tour des éléments essentiels. Disons qu'il y avait à la fois des choses qui étaient des points qui n'étaient pas des nouveautés dans l'iFrame, mais c'était plutôt des approfondissements, parce que en fait, tout ce qui est low-code et Client Extension, ça fait déjà un moment que c'est présent dans le produit. Et donc, il y a un certain nombre de présentations qui étaient plutôt là pour enfoncer le clou. Hmm. Et il y avait d'autres présentations qui étaient plus sur des sujets émergents comme l'AI, justement, où pour le coup, il y en avait déjà un petit peu dans l'iFrame avec le Content Generator, mais là, on va passer à la vitesse supérieure dès le premier trimestre 2025. Hmm. On en parlera un peu plus tard dans la présentation. Pour moi, le gros sujet, c'est d'apprendre à construire les applications autrement. C'est savoir tout ce qu'on peut faire sans avoir besoin de déployer la moindre ligne de code Java dans un module OEGI. Ouais, c'est vrai qu'on verra, il y a pas que la partie objet, client extensions, il y a d'autres choses dont ils ont parlé qui vont aussi dans le sens du low-code, parce que c'est vrai, j'ai dit low-code et je l'associe aux objets, mais il n'y a pas que ça.
Et si on regarde notre petit medley qu'on vous a préparé là de slides pour voilà, mettre des petits moments qui nous ont marqués sur les présentations, bah, sur la partie object, on a eu une présentation, un rappel hein, de ce qu'on a aujourd'hui avec les objets, avec cette visualisation euh, de nos modèles de données, qui sont aussi en relation, possiblement, là dans le cas du ticketing, bah, avec un objet système, et puis que derrière, on peut déclencher des actions automatisées liées aux événements. Donc finalement, ce qu'on avait avec le modèle listener à une époque en développement SGI, on le reproduit ici avec la partie objet. Euh, ce qu'on a aussi avec les objets, c'est une fois qu'on a construit tout ça, c'est d'un côté manipuler les objets pour les représenter dans des pages, parce qu'il y a partie visualisation, on veut voir la liste des enregistrements qu'on a sur une certaine donnée, mais c'est aussi de pouvoir consommer cette donnée-là sur la partie headless qu'on a à droite, avec les API REST. Donc c'est de se dire que quand on parle effectivement de low code, on ne parle pas forcément de no code. Donc une fois qu'on a fait cette partie plutôt modélisation de données, derrière, il y a toujours des choses qu'on va avoir besoin de construire. Peut-être que bah, dans notre cas, notre modèle de données a besoin d'une représentation graphique un peu particulière qui nécessite qu'on fasse du développement front. Et là, on amène la techno qu'on veut. Ça sera la partie Client Extensions, mais en tout cas, on a à disposition ces API pour la partie objet. N'hésitez pas à me compléter hein, ceux qui étaient sur place si vous avez des remarques hein, évidemment sur ce medley. Euh, Euh, Par rapport ouais. au Object, je rajouterais juste que ça vient maintenant normalement se substituer au Service Builder. L'idée, c'est de plus utiliser Service Builder pour la partie persistance de données dans l'iframe et d'utiliser d'utiliser le Liferay Object, même si au-dessus, on va faire justement, comme tu l'as dit, on continue quand même à faire du code, mais en tout cas, sur la partie couche basse, service persistance, l'idée, c'est de remplacer comme le Service Builder par du Liferay Object, quoi. Mm. Et Et puis, de perdre, c'est le réflexe qu'on a de tout le temps sortir le Service Builder, en fait. Ouais, et après, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a devant Liferay Objects. Donc, comme vous savez, quand on crée un Liferay Object, il y a une API qui est automatiquement générée. Il y a une fonctionnalité API Builder qui permet de créer une façade devant cette API. Et puis, s'il y a besoin de créer des traitements complexes qui composent plusieurs appels d'API, vous pouvez réaliser ça dans une Client Extension de type microservice. Et après, qu'est-ce que je voudrais citer d'autre? C'est que si vous avez besoin de faire une requête un petit peu complexe sur les données d'un objet, vous pouvez aussi aller regarder du côté des Search Blueprints, qui sont capables d'aller taper les champs de votre objet pour récupérer quelque chose de particulier. Donc, les Life Objects, ça va être la brique de base, et après, sur la base de laquelle vous allez pouvoir composer des choses plus complexes. effectivement, et on va en parler un petit peu. Alors, j'ai pas pris dans les slides, mais c'est vrai qu'il y avait un talk sur la partie blueprint. On en parlera un petit peu après. Je l'ai mis dans la partie un peu roadmap. On pourra en parler justement de ces requêtes complexes. Effectivement, pour tout ce qui va être extension de microservices, alors il y a, euh, il y a plein de types de client extensions. Alors, je vais partir les animations, pardon. Mais il y a plein de types de client extensions. Donc, c'est à la fois, comme je vous disais, soit un nouveau front-end parce que vous avez besoin de représenter un objet d'une certaine manière. J'ai des exemples d'ailleurs qui devraient arriver sur la marketplace pour tout le monde. Donc, par exemple, faire des tableaux Kanban avec des objets qui ont des états, faire une représentation type OpenStreetMap pour des objets qui ont des champs de latitude, de longitude. Voilà, des exemples que vous pourriez avoir où l'expérience utilisateur a besoin d'être changée sur la manipulation de ces objets-là. Et puis après, effectivement, comme le disait Fabien, du microservice pour ajouter des actions de chaînage de ce que vous devez faire de cette donnée-là. Peut-être pour le synchroniser avec votre système, pour ajouter un canal de notification.
Là, le champ du possible est énorme. Et puis, il y a quand même une partie voilà, configuration, donc des client extensions plus de type config. C'est par exemple pour un microservice, il y aura besoin de créer un client hôte 2. Donc ça fait partie plutôt de la partie configuration. Et après, on utilise ce client hôte 2 pour faire des appels de service à service entre l'iFrame et le microservice. Et ensuite, toute la partie batch qui va, elle, aider plus à importer de la donnée automatiquement. Bon, par exemple, vous avez fait votre modèle de données objet là, sur un environnement de dev ou de recette. Vous êtes content avec le résultat. En gros, vous pouvez l'exporter pour le mettre dans une client extensions batch pour être sûr que quand il y a la livraison prod qui va partir, ça soit bien avec la dernière version de votre définition d'objet que ça va être. Donc le workspace, ça reste quand même un endroit, et ça on le ressent beaucoup avec les client extensions, ça reste un endroit qui est source de vérité de ce que vous déployez en prod. Et autour de ça, ben, on va avoir plusieurs combinaisons possibles, hein, si on met tout ça ensemble. Donc effectivement, pour avoir des client extensions qui sont simplement des ajouts de CSS custo, du JS custo, vous importiez des librairies tierces, par exemple, des trucs qu'on peut imaginer hein, quand on construit des pages Liveframe, mais voilà, quand on a du JS, on veut rajouter des librairies type Animate, et ensuite appliquer les classes Animate sur les fragments, et comme ça on a des jolies pages qui s'animent au fur et à mesure avec des délais. Mais c'est aussi de la client extensions type front-end, comme je vous le disais, avec du React qui va peut-être appeler derrière du Spring Boot pour taper à la fois des API qui sont en interne, d'accord, donc des références externes là qui partent à droite, et aussi les API de l'Iframe, puisque on va avoir un client ou deux qui est associé. Donc le but, c'est vraiment d'interconnecter l'Iframe avec notre système. Et puis ça peut se représenter avec d'autres stacks techniques. Et c'est tout l'intérêt finalement des client extensions. Et ils nous ont montré hein, que voilà, qu'on choisisse de l'Angular, du React, qu'on fasse du Node ou du Spring Boot, à chaque typologie de client extensions qu'on a vu, on peut y associer la techno avec laquelle bah, il y a des compétences en interne, avec lequel on est le plus à l'aise, le plus efficace. Et je me rappelle, je ne sais plus quel DevCon, ça devait être 2019, où Brian il avait exprimé la volonté bah, d'étendre la communauté de développeurs. Bah, finalement, le meilleur moyen, c'est d'éviter de demander aux gens d'être spécialistes Liferay ou SVI et d'ouvrir les possibilités euh, de techno qu'on peut intégrer dans Liferay, ou en tout cas avec Liferay. C'est d'autant plus intéressant que il y a des cas pratiques où en fait on n'est pas dans une situation où on veut construire une client extension, mais plutôt où il y a une application existante dans le SI et on voudrait la modifier pour en faire une client extension de l'iFrame, pour faire une intégration en fait. C'est aussi un usage possible des client extensions et dans ce cas-là, le fait de pouvoir utiliser n'importe quelle techno, ça devient encore plus, on va dire, utile parce que là, si on a une application métier énorme qui est développé par exemple en PHP et qui a 15 ans d'existence et qu'on veut l'intégrer avec Liferay via le système de Client Extension, et ben du coup, on est bien content d'avoir ce système basé uniquement sur HTTP, quoi. Mm. Et d'ailleurs, dans les retours, je dirais, pratiques de développement, applications réelles, etc., on avait Dave Nebiner qui avait fait un talk d'ailleurs sur ramener votre app.js dans Liferay, donc à montrer comment on peut travailler aussi avec de l'existant. Euh, donc ça, c'est pour la partie Client Extensions. Et bon, finalement, j'aurais dû coller API Builder avec Object parce que c'est ce que je vous disais qui fait partie aussi du low-code. Comme le disait Fabien, hein, le but, c'est de faire le moins de choses dès qu'on doit faire du code, ça doit être vraiment le dernier recours. Il faut qu'on ait un maximum d'outils dans l'iFrame pour limiter le code qu'on doit utiliser, implémenter et maintenir. Et l'API Builder, ça répond à une problématique d'avoir, je dirais, des API REST qui sont custo. Donc là, en gros, on va pouvoir définir des URL custo. Donc là, vous voyez, par exemple, on définit l'Iframe application. Et derrière, on va lui définir les endpoints qui sont associés.
et on va dire quel schéma doit être retourné, et de ce schéma-là, quels sont les attributs. Donc vraiment, si en fait il y a des API qui nous manquent, le but de l'API Builder, c'est vraiment de les ajouter et de construire celles qui sont le plus pratiques pour être consommées soit à l'extérieur par des batchs, soit par vos client extensions. Ça Une peut question de... aussi, Ah, pardon. ça Oui, peut Fab. aussi résoudre un petit problème, c'est si vous avez un objet et à l'intérieur de cet objet, il y a des données qui sont publiques et d'autres qui sont pas publiques, plutôt que de donner des permissions sur l'objet dans lequel il y aura tous les champs, vous pouvez créer une API sur l'objet qui va présenter qu'un sous-ensemble des champs et donner la permission sur cette API plutôt que sur l'objet sous-jacent. Ça permet de cacher ce qui ne doit pas être visible. Ah oui, info que j'avais Imaginez, pas vous fait faites un voir. ticket, par exemple, vous faites un objet pour les tickets, et puis dans votre ticket, il y a un champ, c'est un commentaire interne que vous voulez pas rendre visible. Ben, plutôt que d'exposer directement l'API des tickets, vous pouvez exposer le, l'API qui, euh, qui aurait restreint la vue. Du coup, tu as une entrée dans les permissions, c'est ça que tu dis une fois que tu fais ton nouveau. Dans l'API, tu ne présentes pas tous les champs. Ouais, mais je veux dire, l'API Builder, du coup, il est soumis aux permissions Ah ouais, derrière. ouais, 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 Ok. tu vas Ou pouvoir c'est faire des ça. scopes. Après, tu C'est peux via faire les des scopes. scopes custom. Mm. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une question. Là, l'écran que tu montres semble dire que Students, là, c'est un objet qui existe dans l'iFrame, c'est ça? Oui. Oui. Et en fait, là, ce que tu peux faire avec ça, finalement, c'est restreindre un nombre de champs d'une API existante. C'est C'est pas ça. construire une nouvelle API. Non. Non, ok. Tu peux rajouter du filtre, par exemple. Tu peux dire, bah là, je fais une API qui va prendre mon objet, et puis bah, dans cet objet, il y a une pick list avec plusieurs valeurs. Bah, je veux que cette API elle retourne que les enregistrements qui ont cette valeur-là dans la pick list, par exemple. D'accord. Ouais, Mm. en fait, ouais, c'est utile dans le cas où tu veux vraiment faire une query particulière que tu n'aurais Ouais, pas c'est sous la ça. main. Mm. Ok. T'as pas envie d'exposer toutes les métadonnées, par exemple, ce genre de choses. Oui, oui, tu veux avoir un payload léger parce que tu dis je fais Ouais. 3 données sur les. Ok. Voilà, le use case qu'il nous avait présenté, c'était de construire des API. Donc, il avait des objets pour représenter ceux qui, je crois, qui réagissaient au repo. Donc, ceux qui mettaient enfin, qui marquaient d'une étoile le repo, donc qui réagissaient comme ça, qui le mettaient en favori. Mm. Euh, C'était un objet dans l'iFrame et du coup, il utilisait les événements de GitHub pour appeler son API Custo pour réagir justement à ces événements qui venaient de GitHub pour envoyer ça dans l'iFrame. Donc du coup, en live, on voyait vraiment la liste des personnes dès qu'on appuyait dans GitHub sur la petite star, quoi. Euh, Glowroot, on a eu la chance d'avoir la presse de Fabien. Je pense que c'est important aussi, au-delà de parler des nouvelles features, de comment on peut faire en minimisant le code, pardon, c'est aussi de mieux s'équiper aussi en outils pour comprendre d'où viennent les ralentissements qu'on a sur la plateforme, sur le live Donc euh, je pense que Fabien t'en parlera mieux que moi, évidemment. Mais l'idée, Mm. c'était de présenter Glowroot qui, pour ceux qui ne le savent pas forcément encore, euh, que Fabien a aidé à intégrer dans l'iFrame par défaut. Donc vous avez cet APM qui est très léger, qui est directement intégré dans la plateforme et qui vous permet de regarder les différentes transactions, Mm. de monitorer tout ça. Je sais pas si tu veux Précision, en parler un peu plus. Pardon? précision, Louis Guillaume, du coup, c'est bundlé par défaut avec l'iFrame. Par contre, il y a quand même une option pour l'activer, c'est-à-dire qu'il n'est pas C'est ça, activé Oui, ouais. c'est par défaut. ça. Mais bon, c'est juste une ligne à rajouter en termes de variable d'environnement pour C'est ça. changer les paramètres de lancement de la JVM. Mm. Et c'est très bien documenté dans Life-Relearn, donc c'est hyper rapide. Mais du coup, faut penser à le faire si on veut pouvoir l'utiliser. Parce Mm. qu'une fois qu'on a le problème
sur l'environnement qu'il faut se dire, ah ben c'est super, je vais aller voir Glowroot et ah non, bah, je l'avais pas activé. Bon, voilà, c'était pour le Ouais, puis ce préciser. que ça permet de faire, c'est il y a deux aspects importants. Il y a la partie thread profiling, et donc grosso modo, c'est comme si Glowroot il vous faisait des thread dump en continu. Et puis, du coup, il échantillonne ces thread dump sur des transactions. Donc, vous pouvez faire des projections finalement de ces thread dump sur différentes dimensions, que ce soit le temps, le type de requête, etc. Et ça vous permet de savoir à quel endroit dans la stack les threads passent le plus de temps. Donc, s'il y a un problème de perf, ça vous aide à mettre le doigt dessus. Donc, et puis, quand vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est là qu'il y a la deuxième dimension importante qui intervient, c'est l'instrumentation. C'est que vous pouvez rajouter des instrumentations sur n'importe quel appel de méthode Java. Et vous avez différents niveaux d'instrumentation. Le niveau le plus simple, c'est de compter le nombre de requêtes qui sont faites à cette méthode et le temps qui y est passé. Et ça, pareil, vous pouvez le projeter sur différents axes, que ce soit temporel ou alors par type de transaction. Et puis bah, après, vous pouvez décider de faire une instrumentation pour capturer une transaction. Vous voulez dire, voilà. Ça, c'est une transaction. Et puis après, j'ai des instrumentations plus bas niveau pour voir bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est ça la logique de l'outil, c'est que ça vous permet d'analyser les thread profiles, rajouter des instrumentations sur ce que vous voulez, et de façon à trouver à quel endroit ça frotte. Voilà. Et donc, bah, en local, c'est comme ça. C'est attaché à la JVM, c'est écrit dans une base HSQL euh, sur le disque. Vous pouvez paramétrer la taille, comme la politique d'éviction. Et puis après, si vous voulez le faire tourner en prod, vaut mieux aller sur ce type d'architecture. C'est ce qu'on fait nous sur l'IFRSAS. Sur l'IFRSAS, il y a l'agent Glowroot qui est attaché à toutes les JVM de nos Liferay. Et ça envoie les données dans une base Cassandra. Et après, on accède, nous, à un autre serveur qui fournit juste l'interface graphique pour être tapé dans la base de données. Voilà. C'est pas très dur à mettre en place. Mm. Merci Fabien. En tout cas, c'était super cool d'avoir cette presse-là qui amène aussi à la réalité je dirais, d'un quotidien, hein, et puis d'avoir les bons outils pour adresser tout ça. Évidemment, on n'a pas pu échapper à l'IA. Et dans notre cas, alors il y a eu pas mal de présentations. Juste, c'est un peu compliqué de choisir quel slide, mais en gros, on avait un petit peu tous ramené une approche où comment on peut s'appuyer justement sur cette nouvelle architecture pour intégrer, intégrer de l'IA qui viendrait de différents services. Donc, on se rend compte qu'avec la partie Client Extensions, on a vraiment une énorme flexibilité. Et puis, je prends une slide aussi qu'on a présentée avec Sébastien Contou, où on avait. Alors, comment est-ce qu'on utilise derrière cette architecture-là, finalement, avec les Client Extensions, ben, on peut monter des assistants IA pour faire du conversationnel, appliquer l'architecture RAG pour bah, utiliser les données qu'il y a dans l'iFrame avec un LLM qui peut être, dans notre exemple, c'était vraiment pousser le bouchon à mettre tout en local pour dire que on peut avoir une approche totalement, je dirais, privée et très contraignante en fait sur cette partie IA, là où d'autres présentations étaient plus sur la partie architecture de l'iFrame avec les client extensions, c'est derrière utiliser des services SaaS. Mais celui-là, on va pas trop en parler, parce qu'on aimerait bien vous en parler vraiment en détail dans le prochain Meetup. Euh, alors après, il y a eu une session questions-réponses avec, comme personne présente, il y avait Brian Chan, il y avait Marco Léo et il y avait Igor Haruka. Dans celui-là, alors dans cette partie-là, j'ai essayé de regrouper les thèmes qui étaient abordés hein, finalement sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc il y avait une partie plus sur la qualité, la stabilité, la performance de la plateforme, avec des inquiétudes hein, sur le niveau de qualité. Mais après, c'est des choses que je dirais Brian, dès la keynote, avait déjà adressées en disant qu'il est conscient des problèmes
voilà, de qualité qu'on a pu avoir. On est en train d'améliorer tout ça. Et ce rythme, on a cherché notre rythme aussi, hein. Vous savez, on est passé d'une release par an qu'on était en 7.2, 7.3, à une release hebdomadaire qu'on est passé en 7.4. Et maintenant qu'on est en quarterly, voilà, on se fixe vraiment sur la partie trimestrielle. Et la partie trimestrielle va nous permettre voilà, de contrôler la qualité des releases avec vraiment une approche où la Q1, c'est du LTS. Donc là, on est vraiment en train de mettre à place cette chose-là. Il avait parlé aussi de performance. Alors, le programme bêta bah, justement avec les feature flags, hein, par rapport à la qualité, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'iFrame. Alors, pas nouveau d'hier, hein, mais depuis, je dirais, on a peut-être commencé dans les weekly. Je pense qu'on a commencé dans les weekly à voir les feature flags, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment une approche qui s'est vraiment démocratisée dans l'ingénierie Liferay. On va passer des nouvelles features, on va les intégrer directement pour avoir des retours plus rapidement sur les problèmes que pourrait y avoir, plutôt que de rester un peu dans un tunnel et se dire là ça me paraît bien, on le sort, et puis finalement ça n'a pas été testé sur le terrain et ça va poser des problèmes bah, encore une fois, de qualité de la plateforme au global. Sur la partie performance, ils ont un peu parlé de la partie objet. Je crois qu'ils avaient mentionné là, ils sont en train de faire des benchmarks où ils arrivaient à importer 55 000 objets en moins de 2 minutes. Donc c'est un sujet aussi dont ils sont conscients parce que la partie objet devient de plus en plus structurante. Donc faut qu'ils se mettent à niveau là-dessus. Par Juste, exemple, ouais. Vas-y, Fabien, pardon. Ouais, par exemple, on a pu améliorer la performance en suppression d'objets récemment. C'est souvent lié à l'indexation. Donc, c'est de ce côté-là qu'on est en train de faire des améliorations. C'est dans la façon dont l'iFrame traite des lots de mise à jour. Et ça, finalement, c'était pas propre aux objets, c'était déjà quelque chose qui est compliqué, même avec du service builder. Dès qu'on voulait faire des opérations avec des gros volumes de données, on a besoin de pouvoir faire les mises à jour sur la base de données et sur l'index Elasticsearch en même temps. mais ces problèmes-là de perf, là, ils ont été mis en. Enfin, c'est des clients qui les ont rencontrés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, dans ce contexte-là, on a fait les améliorations. D'accord. Et l'histoire, en fait, c'est avec Glowroot, on a vu où ça frottait. Et puis, bah, après, on fait Oui, le tu point m'avais avec parlé, la. c'était un Ouais, appel à la désindexation à chaque fois que je prenais des plombes, là, c'est ça? ouais. Par contre, j'ai une question, c'est du coup la réponse là pour améliorer la qualité, c'est de dire finalement on va faire, il faut plutôt se baser sur les releases trimestrielles maintenant, c'est ça? Bah, c'est ce rythme-là. Tu vois, on fait une release trimestrielle et après on continue quand même d'itérer sur la release pour l'améliorer. Parce que la V1 par exemple, la Q4 qui, je sais pas si elle est sortie encore, elle devrait pas tarder. La semaine prochaine. Ouais, du coup, il y aura une Q4.0.1, mais après il y aura du point 2, point 3, point 4, donc il y aura de Mm. l'amélioration au sein de la quarterly aussi. On passe pas d'une quarterly à l'autre. Finalement, tout ce qui est cumulé dans la quarterly courante sera porté sur la suivante. Donc c'est vraiment de trouver, je dirais, sur la correction cumulative, etc., c'est pas forcément des choses nouvelles, mais c'est juste trouver le bon rythme pour l'ingénierie par rapport au release trimestriel. Qui Mm. va, D'accord, mais il n'y a pas eu de, je veux dire, il n'y a pas de genre d'automatisation d'efforts, enfin il n'y a pas dans l'organisation de l'IFRE, c'est pas une critique hein, ce que je dis, c'est juste pour bien comprendre, il n'y a pas dans l'organisation, parce que nous on a beaucoup de clients hein, qui nous taclent sur la qualité, hein, pour être franc, Ouais. il n'y a pas de, qui s'en inquiètent, en tout cas, il y a pas dans l'organisation de l'IFRE, enfin je veux dire, je sais pas, embaucher des testeurs, je sais pas, faire plus de couverture de tests unitaires ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'annonces de ce type-là qui ont été faites en plus. Il y a des si, formations en interne. il y a un truc qui a été, Ouais. Mm. il y a un truc qui a été annoncé aussi quand même, c'est que ils commencent à utiliser Playwright côté Liferay pour les tests Ouais. automatisés. Ouais, du coup, c'est censé remplacer Pochy, c'est ça, Fabien? Mm.
Et puis, bah, il y a beaucoup de formations en interne pour tout le monde côté R&D. Euh, donc, Ok, il y a quand même pas que le truc trimestriel, il y a quand même du moyen qui est mis. Et Oui, ouais, tu Oui, dis, c'est quoi? C'est il y a une organisation en interne, quoi. Mm, Et par rapport à Playwright, c'est intéressant parce que, en fait, on avait créé un framework de test qui s'appelait Pochi, Ouais, ouais. mais là, on tombait dans les mauvaises habitudes, je dirais, de l'iFrame historique. De dire, je réécris les trucs Mhm. que j'ai envie d'utiliser. Là où ils se sont rendus compte, bon, c'est pas une façon d'améliorer la qualité parce que du coup, il y a la qualité de ton framework aussi que tu dois maintenir. Donc là, on tombe dans un cercle vicieux. Et donc là, comme l'a dit Sébastien, il y a le choix de Playwright qui montre aussi euh, que la FR se refocus. Voilà. D'accord. Et Ça, c'est plutôt une bonne chose, Ouais. je il y trouve. a il y a un dernier point, Jean-Paul, quand même, et qui n'est pas le moindre, même si ça n'a pas été abordé à la DEFCON, c'était annoncé juste après, c'est les LTS dont Louis Guillaume a déjà parlé. mm, Et ça change quand même la donne. Parce que là, avant, sur mm, les quarterly release, avec 1 an de support. Maintenant, ça monte jusqu'à 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, en LTS. Et donc, du coup, si tu restes sur une version, du coup, pas trop récente, mais qui est mm, LTS, tu vas avoir quand même une accumulation de correctifs sur une longue durée. mm, Donc, tu es sur une LTS qui a déjà 2 ans, tu peux te dire qu'en termes d'anomalies, ça a déjà été bien essoré, quoi. Ouais. Bah, je Est-ce que- pense que ça, c'est un bon point. Il y mm, a quelques clients qui aimeraient entendre ça, je pense. voilà, mm, et c'est ce qu'on avait avant sur d'autres versions de Liferay, parce que des fois, souvent, on disait, bah, si tu veux, si t'es un client qui est très pointu, qui veut pas prendre de risques, eh ben, tu prends limite la version N-1 qui est encore supportée et qui a du coup un petit peu de kilomètres au compteur en termes de correctifs. Et du coup, t'es serein. Du coup, c'était plus possible maintenant à cause de l'absence d'LTS. Et maintenant qu'il y a de nouveau des LTS, bah, c'est ça qui, je pense, va changer la donne. C'est un super bon point parce qu'effectivement, mm, quand tu es en pur SaaS, que tout le monde est en low code, etc., un an de support, c'est tenable. Mais pour certains de nos clients qui ont encore tout en portlet, qui sont en train de faire des transitions d'architecture et tout, leur expliquer qu'au bout d'un an, ils vont devoir remettre, c'était hyper difficile. Ouais, Donc, puis les LTS, enfin, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça, ça doit quand même être. puis LTS, c'est un mot rassurant, hein, donc tu as du support. Ouais, C'est ouais, clair. c'est plutôt ça un truc hyper important alors, à dire à tout le monde, ouais, je pense. mm. Ouais. Il y a eu un 3 ans, changement 5 organisationnel ans, qui est important aussi. LTS et 3 ans. Non. Là, c'est 3+2, 3+2 le LTS. Ah Ouais. oui, et 2 Ouais, ans, parce que tu as limite, Premium, ouais. Mm. ouais, t'as Oui, oui, Premium et 2 ans Pas Limited, limite. limité, c'est pas mais du limité, coup, mais si tu prends la fin du Limited, ça t'amène à 5 ans. Mm. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un changement organisationnel. Avant, tu avais les équipes produits. Dans les équipes produits, tu avais les ingénieurs qui développaient des fonctions qui étaient livrées dans le produit. Et puis après, quand dans les tickets, vous signaliez un bug, c'était un ingénieur du tech support qui allait le corriger. Et là, un changement qui a eu lieu, c'est que maintenant, c'est celui qui code qui est responsable de ces bugs. Donc, Ah, ouais, ça- donc tous les tickets maintenant ils retournent à l'envoyeur. C'est celui qui a codé le truc qui doit réparer. Et voilà, c'est un petit changement d'organisation pour responsabiliser oui, plus. Et ça fait quelques mois qu'on est sur ce modèle-là. bien en phase avec la nature humaine. Ouais, ouais, ouais. C'est incite beau à la faire nature un meilleur humaine. communauté, quoi. Sinon, dans les autres thèmes apportés, bah, il y avait plus des questions sur la transparence, la roadmap, Mm, les évolutions, voir un peu où est-ce qu'on allait. Alors là, il y a eu quelque chose de très important, je pense, qui avait été annoncé. C'est qu'il va y avoir une roadmap qui est publique. Donc, ce sera sur, je pense, le site livefray.com, hein. Oui, c'est ce que Euh, j'allais et il dire. y aura une roadmap publique. Et puis, la réponse de Livefray aussi sur euh, finalement sur la priorisation de la roadmap, sur les features sur lesquelles on avance, ça va être se baser sur bah, le feedback des clients, plus évidemment des recherches de marché pour voir si c'est pertinent d'aller industrialiser un feedback. Et voilà quoi. En gros, ça va être
ces sujets-là et regarder les gaps qu'on a aujourd'hui pour les remplir. Et puis, il y a eu pas mal de choses hein, qui ont été. On reviendra sur la roadmap après. J'aurais dû peut-être faire l'inverse, la roadmap puis le Q&A, parce que c'est dans cet ordre-là, pardon, qu'on a eu les choses. Mais euh, je dirais par rapport à la roadmap, il y a des choses comme, on parlait de blueprint, on va en parler après, mais les collections et les blueprints, on sent qu'on est en train d'utiliser deux choses qui sont un peu similaires, qui se complètent, mais qui parlent de la même chose. Donc il y a aussi, je dirais, du recul des équipes produits aujourd'hui euh, pour, euh, pour rationaliser en fait des features qui font sens ensemble sur la plateforme. Et puis après, il y avait plus une partie proposition de valeur. Est-ce que où en est l'iFray, quoi? Quel est qu'est-ce qui est unique pour l'iFray? Comment est-ce que l'iFray est toujours pertinent technologiquement? L'open source versus le SaaS. Donc, il y a eu pas mal de questions parce on martèle beaucoup le cloud aujourd'hui, mais l'iFray reste une solution qui est open source. Et l'iFray aujourd'hui s'engage à ce qu'elle reste open source. Euh, pour ce qui est de la proposition de valeur et je dirais les évolutions de l'iFray, ils ont parlé aussi pas mal de partenariats technologiques. Euh, un effet de ça, bah, c'est l'exemple qu'on a pris juste avant, hein, c'est de se dire on va arrêter de créer un framework de test nous-mêmes qui s'appelle Poshy et on va prendre du Playwright. Euh, on veut aussi, comme on l'a fait avec Elastic, hein, faire ce genre de choses dans la plateforme. On va pas inventer un moteur de recherche. Voilà, on prend Elastic, on se connecte avec. On veut pas inventer un CRM. On veut se connecter avec des CRM avec cette partie objet. Donc, c'est pour ça que quand vous activez Proxy Object, vous verrez notamment un connecteur Sugar CRM qui fait partie des partenaires technologiques. Et c'est pareil pour le cloud. On va pas faire du cloud nous-mêmes. On va pas maintenir des infras dans le monde entier, on s'appuie sur Google. Et donc ça, là, on le voyait avec Elastic, on le voit avec Playwright, on le voit avec Google. C'est des choses qui vont continuer. Il y a eu des discussions pendant une conférence sur aussi peut-être une partie BPMN, dont je peux pas, c'est pas encore confirmé, donc je ne veux pas trop étayer là-dessus. Euh, mais voilà, je pense que le plus important à retenir là-dedans, c'est de se dire que là, l'IFRA a conscience que euh, c'est une perte de temps et d'argent que de devoir réinventer la roue sur tous les sujets qu'il doit adresser. Donc il y a cette prise de recul de dire à quel endroit un partenariat technologique ferait sens pour accélérer la mise en place d'une fonctionnalité qui nous prendrait 5, 10 ans à mettre en place pour finalement peut-être l'abandonner au bout de deux parce que le marché évolue entre-temps. Euh, et puis il y a l'approche low-code qui est vraiment un changement de valeur, je dirais, dans la plateforme, qui rajoute une dimension. Et je pense qu'on n'aborde plus la plateforme de la même façon. À une époque, on était plus dans l'approche portail, le dev dur en Java, etc. Ou alors une approche CMS dans certains cas. Là, l'approche low-code, ça met une nouvelle dimension. On pourrait dire que ça renouvelle le portail, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je dirais que ça rajoute de la valeur dans l'iFrame, une toute nouvelle valeur et que ça renforce, en tout cas, sa réponse qui était donnée au Q&A, qui est de dire, voilà, euh, on regarde le futur et ce qu'on construit avec le low-code, les client extensions, ça fait partie de ces trajectoires. Je sais pas si les présents ont quelque chose à rajouter là-dessus. J'ai un peu monologué. Non, non. Ça Non. fait un retour très complet sur la session Q&A. Ok, super. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à nous couper, évidemment. Mais on va pouvoir parler de la roadmap. Je pense que c'est vraiment le truc qui nous intéresse grandement quand on va sur un événement comme le DevCon. Alors, j'essaie de compiler un maximum parce qu'il y a il y a plusieurs sessions de roadmap, donc j'ai essayé de condenser l'essentiel. Évidemment, je compte sur vous, Sébastien, Rontou, Fabien, voilà, Ludo,
à compléter s'il y a des trucs que j'ai manqué, mais il va y avoir un gros travail sur la partie CMS. L'idée, c'est voilà, c'est le constat de Liferay. Encore une fois, comme je le disais, de se dire qu'il y a des choses qui sont un peu partout. Il faut rationaliser les fonctionnalités de Liferay et la partie contenu en fait entièrement partie. C'est-à-dire que on a du contenu dans les sites, on a des contenus dans le global, on a du contenu dans les assets library. Et en fait, c'est un peu la next step de l'asset library, je dirais. C'est de se dire que l'asset library a fait plus sens que en fait, elle rajoute de la confusion et en même temps, elle rajoute elle amenait de la cohérence. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut peut-être plutôt créer du contenu à un endroit et après le distribuer sur plusieurs sites et avoir une vue plus centralisée de la gestion de contenu. Et derrière, ce que ça implique, si je dis pas de bêtises, et vous me corrigez hein, évidemment, mais c'est que cette refonte-là, et ça a été un des sujets un peu de débat pendant le Q&A, cette refonte-là fait que euh, les web content demain seront des objets. Et donc la question se posait de ah oui, mais la dépréciation, comment ça se passait, etc. Donc euh, Plus là, global. les frais se verraient sur. Oui, Sébastien? Peut-être, je sais pas si on l'a sur un slide après. Plus globalement, il y a une volonté de Liferay de réécrire Liferay en Liferay, entre guillemets, ou plutôt de réécrire Ouais, Liferay en Liferay Object et que tout devienne des objets et que du coup, ça débouche aussi sur un allègement de Liferay pour que tout ce qui était on va dire par le passé, toutes les features existantes qui sont écrites avec du serveur, avec beaucoup de code Java, du module JI, mais en fait, ça soit remplacé par du low-code, ce qui fait que en termes d'empreinte mémoire, là, il ferait pouvoir s'alléger, qu'il pourra démarrer encore plus vite, etc. Et puis du coup, il y aura aussi une certaine homogénéité en fait plus importante entre tous les modules, toutes les fonctionnalités, quoi. Mais ça, c'est ouais, une ça, genre. transformation qui va se faire progressivement sur plusieurs années. Ouais, tout à fait. Et ouais, il y a une slide plus tard pour rappeler ça, mais c'est vrai que ça fait partie des objectifs. Et cette unification-là, dont je parlais pour le content, s'applique pour le search. Et c'est ce qu'on mentionnait un petit peu avant hein, sur les blueprints. Les blueprints, ça vous permet de faire des requêtes complexes pour récupérer une liste de données selon des critères justement avancés que vous auriez utilisés dans cette requête-là. Là où la collection, bah, c'est un peu l'héritage de l'asset publisher, donc ça restait assez simpliste. Mais finalement, l'objectif, le constat côté produit, c'est de se dire l'objectif est le même. C'est de faire une requête pour récupérer une liste de données. Et aujourd'hui, il y a un feature flag qui vous permet qui s'appelle Collection as Blueprint, qui en gros permet à ce que quand vous faites un blueprint, il soit disponible dans le collection display. La limitation à ça, c'est que vous avez accès qu'aux données de la partie asset. Donc pour rappel, la partie asset, c'est vraiment ce qui est en commun entre des structures de données qui sont très différentes. Donc ce qu'on peut mettre en commun, ça va être une date de publication, euh, un titre, peut-être une description, je ne sais plus si ça en fait partie, mais du coup c'est très limité dans ce qu'on va pouvoir afficher dans une collection quand on utilise le blueprint aujourd'hui, dans l'état actuel, comme collection. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, en fait, collection blueprint, c'est pour faire de la requête de données. On va unifier ça et on va faire un search builder unifié où bah, on va pouvoir faire du simple comme du complexe et on va pouvoir mapper toutes les infos dont on a besoin dans les collections. Euh, on a parlé d'IA et on parlait d'IA plus dans la partie intégration quand on le mentionnait juste avant. Là, l'IA, pour le coup, ça va être celle qui arrivera dans le produit. Donc, il y avait une démo tout le premier jour de la keynote de Brian sur un assistant qui permet de créer du contenu en mode chat, en fait, avec un assistant, voire même d'uploader un mock-up d'une page et de créer la page en question. Euh, et puis, il y a toute la partie promotion de contenu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense que c'est quelque chose qu'on attend depuis des années. C'est de se dire, j'ai créé mon contenu en recette, je veux le pousser en prod, en gros. Donc, c'est vraiment faire le lien entre les environnements quand il s'agit de migrer de la donnée entre une pré-prod et une prod. Pour ça, Préciser. il va manquer des API aujourd'hui. Donc,
Le but, c'est de voir quels sont les gaps pour permettre ça dans l'iFrame. Ouais, juste pour quand même préciser sur le content promotion, bon, même si on était en attente d'amélioration, entre guillemets, pendant des années, heureusement, depuis des années, on a quand même des outils qui nous permettent de le faire. Oui, À travers, le staging, et puis après le nouveau mécanisme de publication qui est arrivé un peu plus récemment. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi l'import et l'export de l'art. Le problème, c'est que sur ces fonctionnalités natives qui existent depuis des années, il y a quelques trous en fait. Il y a quelques dysfonctionnements, mais surtout, il y a pas tous les use cases qui sont couverts. Il y a des use cases qui sont couverts par le staging, d'autres qui sont mieux couverts par la publication, etc., ou avec le LAR. Et donc, chacun a ses limitations. Et la difficulté, c'est qu'en fonction des use cases, on est potentiellement coincé parce qu'on n'utilise pas forcément celui le plus adapté. Mais une fois que tu t'es engagé sur une approche, tu es un peu coincé. Donc, il y a forcément ce besoin d'avoir quelque chose d'un ouais. peu plus unifié, quoi. Et je Est-ce que pense il y avait une attente hein, sur publication, c'était de dire, bah, staging, ce qui était bien, c'est que tu faisais du remote. Et la publication, il n'y avait pas. Donc, t'es encore dans le cas où tu as deux fonctionnalités dans la plateforme qui servent un peu la même chose, pas de la même façon. Et il y en a une qui fait des trucs que l'autre fait pas. Et du coup, tu sais pas sur quel pied danser. ouais. Mais là, je pense qu'ils ont enfin compris que passer d'un environnement à un autre de la donnée, euh, c'est euh, c'est un vrai sujet, quoi. Et je pense que peut-être euh, avoir des clients en SaaS les a fait ouvrir leurs yeux encore plus grands sur ce sujet-là et qui a fait que ça s'est priorisé aujourd'hui. Par contre, ce qui n'a pas été précisé, c'est ce système de content promotion, si c'est dans le prolongement de publication ou un autre système qui allait tout remplacer, ils sont restés plutôt flous, quoi. Ouais, c'était un peu évasif là-dessus. Bah, je dirais on aura des news dans les mois qui suivent, hein, parce que alors je sais plus s'ils avaient annoncé une timeline là-dessus. Alors j'ai peut-être De parce que toute j'avais façon, analysé le Q&A je et dans les timelines, pense que pour le euh, savoir, il faudrait un petit peu aller fouiller dans le Jira. en fait dans le Q&A ils avaient parlé de troisième trimestre 2025 pour un MVP de ça. Donc c'est même pas pour finir tout ça, hein, mais de se dire de la transition web content vers objet, ils visaient troisième trimestre 2025, qui est la première étape finalement pour le. Bah, je parle du content hub en fait, je parle même pas du content promotion, mais ouais, content promotion, il faudra regarder En fait, ils vont peut-être effectivement dans attendre les Jira et voir bah, s'ils en fondu. parlent dans la roadmap publique qu'ils vont Ils vont le faire publier. ouais, sûrement une fois qu'ils auront tout refondu pour le faire avec les objects, quoi. Ouais, Ouais. Bon, bah, en attendant, on a encore quelques années à tenir avec d'autres solutions, même si on développe un peu tous nos solutions de notre côté. C'est que chez nous, chez Nisis, on a développé le Data 5 pour ouais. justement couvrir ce cas-là, mais on peut espérer qu'avec l'approche, avec les objets, etc., on aura quelque chose d'unifié. Yes. Alors je vais accélérer un petit peu parce que on n'a plus beaucoup de temps sur celui qu'on avait imparti, donc je veux vraiment parler de toute la roadmap. La partie low-code, donc on a vu que sur la partie objet notamment, on avait euh, comment dire, ce designer, mais peut-être qu'on a déjà designé ça dans un outil qui nous permet de faire de l'UML. Donc là, l'objectif, ça va être de faire de l'import. Et la partie low-code, c'est aussi, je dirais, la partie API Builder qu'on a vue, plus Data Display. Alors, je crois que c'est Dataset Manager euh, dans, euh, dans la plateforme qui est derrière un feature flag. Alors, je sais plus si c'est en bêta ou pas. Je sais pas si Fabien, tu te rappelles. Il est bêta, le Dataset Il est Manager. bêta, ok. Et juste pour dire deux mots sur le Dataset Manager, l'idée c'est de peut-être remplir un gap entre l'appli qui est générée automatiquement par l'iFrame pour l'interface utilisateur pour manipuler les données d'une définition d'objet de votre modèle de données dans le code l'iFrame et faire du développement spécifique. Donc c'est pour rajouter de la flexibilité sur quand vous voulez représenter la donnée, quelle colonne je dois mettre, quel filtre, ordonnancement par défaut. C'est ça que va adresser le Dataset Manager pour des vues de mémoire en type tableau, liste ou encart. Donc ça reste de la représentation de données voilà, en liste. Il n'y a pas
Ça va pas permettre de faire des choses avancées comme je mentionnais avant. Alors, un tableau Kanban, et là, effectivement, on veut utiliser une client extensions, mais voilà, si on veut des tableaux un peu sophistiqués, c'est des choses avec lesquelles on va pouvoir jouer dans l'iFrame, toujours dans une approche low-code, hein. Le but, c'est de ne pas faire de développement pour représenter cette donnée-là des objets. La partie commerce, je vais aller assez rapidement. Il parlait d'agents virtuels. Donc là, encore une fois, c'est continuer sur où sont les points d'intégration IA qui semblent le plus pertinents par rapport aux fonctionnalités que propose la plateforme. Et puis, il y a voilà, de grosses améliorations sur la partie expérience administrateur, donc pour avoir des dashboards complets, de comprendre toutes les transactions qui sont faites sur la partie e-commerce, et donc d'avoir énormément de feedback visuel sur l'utilisation des briques commerce de Liferay dans le cadre de vos projets. Et puis la marketplace. Donc marketplace, nouvelle intégration qui va arriver. Vous voyez l'exemple de screenshot qu'on a là. Se dire que bah, quand on construit une page, il y a nos fragments par défaut, nos fragments custo, les widgets de Liferay, et puis on pourra explorer la marketplace pour aller chercher peut-être des fragments ou des widgets qui ont été développés dans une approche aussi client extensions et qui existerait dans le marketplace. Donc, avoir quelque chose voilà, de plus direct à aller chercher dans le marketplace à l'endroit où on est en train de construire. Et il va y avoir un programme, on n'a pas eu beaucoup d'infos là-dessus, sur, voilà, pour les partenaires et pour les développeurs, pour étendre le nombre de connecteurs qui sont disponibles avec Liferay. Donc toujours dans cet esprit d'utiliser le paradigme Client Extension pour ajouter des connecteurs. Et notamment, je pense que la grosse plus-value que vous, hein, en tant que partenaire, en tant que développeur de la communauté, vous allez apporter, c'est pouvoir apporter des Client Extensions sur la partie proxy object pour créer des connecteurs entre voilà, cette modélisation de données low-code dans Liferay et d'où vient la data dans un système. Et là, il y a énormément de choses qui peuvent être construites. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, réduire la taille de Liferay DXP, c'est toujours, je dirais, dans le giron. Et là, l'approche Object et Client Extension, euh, le but, c'est de faire du Liferay avec Liferay, comme le disait Sébastien. C'est l'expression qu'a utilisée Brian ou Marco, je ne sais plus, ou peut-être les deux. Ce qui peut aussi vous rassurer sur l'approche de Liferay avec Object et Client Extension. C'est pas un framework temporaire, c'est un investissement pour Liferay dans Liferay. Un peu comme le service builder à son époque. Dire on va faire un framework qui va permettre de générer du code sur la partie service persistance. Comme ça, on n'a pas à le réécrire à chaque fois qu'on a une nouvelle feature à écrire. C'est la même logique aujourd'hui avec la partie objet et client extension. Voilà, on va utiliser ça pour les nouvelles fonctionnalités de Liferay et on va remplir tous les gaps ensemble par vos retours, et par notre utilisation interne pour en faire quelque chose vraiment de solide. Ça va être aussi l'occasion de répondre à une promesse qu'on aurait pu avoir avec OSVI et qui n'a jamais été Ah, remplie, c'est de choisir ses modules. oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'était là. On attend la tenue de cette promesse, quoi, parce que Oui, franchement, là, on a plutôt un truc qui a tendance à grossir, hein. oui, oui. Alors, certains diront on aurait pu le faire avec OSVI, etc. Mais bon, maintenant on a trouvé un paradigme qui y répond, qui est peut-être plus simple aussi à utiliser pour Liferay. Euh, donc voilà, le but, ça va être de se dire le maximum qu'on va pouvoir faire avec Liferay sur les objets. Et finalement, ça va être aussi l'intérêt de la refonte de la partie content management. C'est de se dire qu'on aura du content management qui pourrait être peut-être activable ou désactivable selon nos besoins. Et peut-être de faire ça aussi sur d'autres pans de Liferay. Alors plutôt, je pense que le focus, ça va être sur les nouveautés que sur l'existant. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver entre voilà, apporter le nouveau et puis pour réduire la taille, il faut aussi regarder ce qu'on a construit, ce qui va permettre aussi d'améliorer la scalabilité de la plateforme où on n'aura pas forcément besoin de scale l'AFRA en entier. Mais peut-être que si vous êtes très gourmand sur la partie CMS et que finalement vous n'avez pas 30 transactions sur le reste
de l'iFrame, peut-être que juste la partie Client Extension CMS qui serait associée pourrait être scalée. Donc c'est vraiment voilà, le dernier point de roadmap, je dirais, que je voulais mettre en avant par rapport par rapport aux objectifs de l'iFrame dans les années à venir, hein, parce que là, ça va être du travail aussi, je dirais, en fil rouge. Et puis, je voulais parler aussi de la délégation francophone. On en a un peu parlé avec Fabien qui a fait la partie Gloroute. Mais il y a Sébastien Cantou et moi-même qui avons parlé de comment on peut mettre, voilà, comment on peut booster l'iFrame avec de l'IA en explorant de façon sécurisée nos données privées. Derrière ça, il faut entendre comment on fait un chatbot on-prem, en gros, sans qu'il y ait aucune donnée qui sorte à l'extérieur. Et Voilà. un chatbot pertinent, pas les chatbots d'il y a Ah oui, 5 oui. ans, tout pété. Mais là, bon, ça c'est grâce à l'émergence du coup d'une part de la recherche sémantique, mais surtout des LLM, quoi. Et donc d'ailleurs, cette présentation-là, on va vous la refaire en français au mois de janvier dans le cadre d'un meet-up. Donc c'est pour ça qu'on ne la détaille pas plus pendant la session d'aujourd'hui. Et donc, vous aurez le droit à une version VF. Juste pour vous. Voilà, l'exclusivité. Et voilà, c'était ça le DEFCON 2024. On est arrivé au bout de notre heure. J'espère que, bon, pour ceux qui ont du temps, vous pouvez évidemment continuer à me poser des questions. Moi, je n'ai pas forcément de contraintes immédiates. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé. J'espère que vous avez toutes les infos que vous vouliez, euh, que ça vous inspire pour la suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus aussi. Merci d'avoir organisé tout ça. Et puis là, le teasing est énorme pour le mois de janvier. Donc voilà, faut faire Exactement. pour atteindre ce cieux-là. Et, euh, et au-delà de la session du mois de janvier sur la partie chatbot AI, s'il y a des sujets qu'on a abordés là et qui sont des sujets qui vous considérez importants ou sur lesquels vous voudriez avoir plus d'approfondissement, on pourra faire une session dédiée pour faire un focus, par exemple, admettons, sur l'API Builder et Query Builder ou des choses comme ça, quoi. Ouais, effectivement. Avec plaisir. Nous, on bosse plutôt sur l'intégration de Client Extension en ce moment, euh, qui est notre sujet, quoi. Mais ouais, Un API Builder, ça peut être une bonne idée, l'API hein. Builder aussi, ça peut être une Ouais. bonne idée. Donc, on aura aussi peut-être l'occasion de vous parler de ça, de ces quatre, là, sur les transitions, la transition d'architecture, les scénarios qu'on met en œuvre pour des gens qui ont du Liferay, on va dire historique et qui voudraient aller sur du nouveau Liferay, entre guillemets. Ah, ça Donc, pourrait être intéressant, hein. c'est un truc de, on va dire, c'était un truc Fabien est pas mal dedans et Ludo aussi, donc on pourrait essayer de faire un truc tous ensemble quand on aura une idée plus claire. Ouais, avec Donc, ça plaisir. commence vendredi, pour info, tout ça. Donc, Ce que j'allais dire, Jean-Paul, je me demandais bien de quel client tu pouvais pas parler. oui, oui, après, on peut en parler sans dire que c'est deux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des tas de choses qu'on a fait qui sont pas que pour eux, tu vois. Non, c'est pour moi un beau modèle, ce cas-là d'usage, justement, pour le mettre en avant et montrer comment on peut transitionner, justement, d'un passé un peu rigide à quelque chose de vraiment plus modulaire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Puis on a surtout des clients qui pensent qu'ils doivent jeter tout l'iFrame pour faire certaines architectures, alors qu'ils ont juste du vieux l'iFrame, quoi. Enfin, tu vois, juste, ils sont pas obligés de jeter tout leur l'iFrame juste Non? parce ils ont des web content avec des templates free markers, etc. C'est aussi ça qui est derrière, parce que enfin, la thèse, c'est de se dire, faire une transition d'architecture de l'iFrame vers l'iFrame, c'est probablement moins cher que d'aller chercher WordPress ou Drupal ou je sais pas quoi, ou encore autre chose, quoi. Donc, bon. Bah, on vous dira quand on aura abouti. Et tiens, Ludo, j'aurais besoin, je t'ai téléphoné là tout de suite après, j'ai un truc à te dire justement sur ça. D'accord. Bah, merci les gars, c'est cool de l'avoir fait pour nous qui n'avons pas pu y aller.
C'est vraiment sympa de votre part. Et puis, du coup, Ça nous a fait voyager. ça nous a fait. Avec plaisir. Ouais. Ce soir, c'est qui était déguisé en Ray, là? Cette année? Il y a plusieurs personnes qui ont utilisé le costume, donc Ah, je sais pas, je sais non, pas ok. qui c'était là. C'était Mais pas c'est nous. pas nous, c'est pas nous. Non, non, non. Le costume est trop petit. Ah, Louis Guillaume dedans, j'ai hâte de le Ah, voir. bah là, tu aurais vu que c'était moi, hein, dedans. Ouais, Ah c'est oui, ça, alors, c'est ça le Là, truc. t'aurais repéré. Hein. Tu vois la barbe qui dépasse de la tête de Ray, plus la brioche, tu vois, vraiment la totale. Eh oui, là, du coup, c'est pas la brioche dorée, c'est la brioche dorée. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus. Hein. Ouais, Ok, vaut mieux. bah Merci, oui, les gars. bon À la appétit. prochaine. Elle était bien. Au revoir. Merci Sébastien. Merci les gars. Ouais, à plus. À Merci. plus, merci. Salut. Prends Merci. soin de Bonne vous. journée, salut. Ciao.